BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, c'est le club BFM Crypto, émission spéciale. Nous sommes depuis Station F pour la 4e édition du salon Impact PME organisé par BFM Business et la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Journée de solutions et de services pour les chefs d'entreprise. Station F, le plus grand incubateur campus de start-up au monde. Alors pour l'occasion, on va parler des grands défis auxquels vont faire face les startups crypto en 2024, avec notamment Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Bonjour Louis. Bonjour Amaury, bonjour à tous. On parlera aussi des stablecoins. Les stablecoins, quels sont à eux leurs grands défis avec l'arrivée du règlement MiCA courant 2024, avec Gonzague Grandval, fondateur et CEO de Scheme. Bonjour Gonzague. Bonjour Amaury. Nous sommes en ligne avec Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Valentin, le cours du Bitcoin est relativement stable cette semaine, on gagne plus d'1%, mais nous sommes dans le rouge aujourd'hui. On est en train de perdre ces 1% qu'on a gagné durant cette semaine de hausse. Nous sommes actuellement autour des 37 800 $, Valentin. Oui, je vous confirme. Donc sur la semaine, depuis jeudi dernier, on fait plus 1,30% quand même, donc on reste positif. Le marché depuis près de 2 semaines a plutôt tendance à donner envie à des prises de bénéfices sur ceux qui ont l'habitude de trader cet actif. Donc bien évidemment, vu la progression du début d'année, on a quelques corrections sur la résistance des 38 000 dont on avait parlé ensemble semaine dernière. On l'a travaillé cette résistance, on est même monté à 38 400 quasiment, donc on l'avait dépassé puis réintégré. Donc ça bataille entre acheteurs-vendeurs sans surprise autour de ce niveau. Et comme indiqué la semaine dernière, moi je serais encore très positif, surtout si ça s'allie à un rallye de fin d'année sur le marché action. Un dépassement avec volume des 38 000 pourrait nous permettre d'envisager les 42 000 très rapidement. Donc on continue la grande avancée, peut-être un peu d'euphorie, mais bon, autant y participer. Merci beaucoup Valentin, on va suivre ça de très près. Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonne journée Valentin. Quels sont les grands défis, messieurs, auxquels vont faire face les startups crypto en 2024 ? Parce que c'est vrai, on voit, on le disait avec Valentin, le cours du Bitcoin a pris plus de 120% cette année, mais on sort d'une période très 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 compliquée. Il y a eu beaucoup d'événements négatifs pour l'écosystème. Maintenant, il peut y avoir de bonnes nouvelles à venir, il y en a un certain nombre, des bonnes nouvelles systémiques, des bonnes nouvelles macroéconomiques, des bonnes nouvelles dans cet écosystème. Mais aujourd'hui, Louis, à quoi doivent faire attention les startups crypto en 2024 ? La première chose à laquelle faire attention, c'est forcément le budget, parce que 2021-2022, début 2022 ont été des années où l'argent était entre guillemets facile, c'est-à-dire que lever des fonds c'était assez facile, on était en plein dans le bull run, c'est le grand cycle haussier des cryptos, et alors à cette époque-là c'était assez facile de convaincre les investisseurs de donnez-moi un petit peu d'argent pour un peu tout et n'importe quoi. On ne regardait pas trop la dépense parce que les VC, donc les fonds de capital risque, avaient un peu peur de louper le coche, un peu peur de louper la prochaine pépite qui allait exploser. Il y avait aussi certaines personnes, alors qui étaient quand même assez rares, mais qui pariaient sur ce qu'on appelle une espèce de super cycle, c'est-à-dire qu'en gros, c'était l'heure des cryptos. Les cryptos allaient enfin devenir ce qu'on appelle mainstream, ou en tout cas, démarrer sur un cycle haussier qui allait durer quand même relativement longtemps. Et en fait, on s'est aperçu effectivement que c'était un autre cycle crypto et que les cours sont effectivement remontés, baissés très fortement. On a eu un Bitcoin qui est un peu le phare de cet écosystème à 16 000 $ vers novembre, donc il y a un an, sous le coup de FTX, de la chute de Terra Luna et de plusieurs plateformes. Donc ça, c'est la première chose quand même à laquelle faire attention, c'est son budget, ne pas grossir trop tôt, ne pas avoir des ambitions démesurées dans un premier temps. Donc c'est quand même quelque chose, en discutant avec beaucoup de startups qui vont bien en ce moment, parce qu'il y en a, on parle beaucoup d'événements négatifs, mais il y a aussi du positif dans tout ça, c'est que il y a une sorte de grand écrémage, on va dire, qui est aussi propre à la crypto, qu'on voit depuis plusieurs années, en fait, qui est en train de s'effectuer. Et quelque part, c'est
un bon signe en fait, parce que seuls les meilleurs restent ceux qui arrivent à vraiment bien gérer leur budget. Et puis il y a quand même une deuxième chose, parce que vous m'interrogez, Amaury, sur les grands défis de l'écosystème. Il y a aussi la régulation, parce que la régulation va devenir une réalité. On le voit, alors même si les États-Unis et l'Europe sont un peu plus différents, aux États-Unis, on a vu cette amende record pour une plateforme crypto attribuée à Binance. Donc 4,3 milliards de dollars. Exactement. Et en fait, on voit que les régulateurs vont être intransigeants. Donc là, en Europe, il y a MiCA qui arrive. On en parlera un petit peu après, mais pour les stablecoins, c'est dès cet été, donc le 30 juin 2024. Et MiCA va commencer à devenir une réalité au début 2024, pardon. Et les stablecoins, c'est cet été 2023. Je fais une petite erreur. Et en fait, voilà, il va vraiment falloir faire attention à la régulation qui va devenir une réalité et surtout qui va commencer à coûter cher. Donc c'est un budget aussi qu'il faut anticiper. Le budget, effectivement, il faut le surveiller. Le grand défi des startups, c'est aussi de se financer. Gonzague, on a quand même un retour des fonds Web3 qui commence à revenir petit à petit. Oui, en effet, l'appétence des fonds commence à revenir sur le marché crypto au sens large. Je voulais compléter ce que disait Louis par rapport à cette phase qu'on appelle le crypto winter, cette période froide pendant laquelle il ne se passe plus rien, les sols sont gelés et rien ne pousse. C'est en effet ce qui se passe pour bon nombre de sociétés, c'est-à-dire que l'activité économique tourne vraiment au ralenti, c'est une période d'hibernation. Tous les plans post-financement des sociétés se sont retrouvés à mal avec des ventes qui ne décollent pas, des projets qui échouent. Et la majorité des sociétés n'a pas d'autre choix que souvent licencier. Et puis parfois, malheureusement, certaines ont dû fermer. Cependant, on a toujours considéré dans le marché crypto et depuis le début qu'on fonctionnait avec des cycles qui étaient des cycles longs de plusieurs années et que les phases de crypto winter comme on l'a vécu et dont on pense qu'on est en train de sortir sont des phases pendant lesquelles les sociétés construisent. Donc les sociétés ont levé des fonds généralement, elles ont prévu de déployer leurs solutions assez rapidement, mais finalement le marché les contraint et elles vont devoir construire davantage pour préparer le prochain cycle haussier. Celles qui restent là aujourd'hui, c'est celles qui ont anticipé ces cycles-là, qui ont surveillé leur trésorerie. Ou bien elles l'ont anticipé, ou bien elles ont vraiment pivoté durant l'hiver pour se dire foutu pour foutu, soyons intelligents et construisons la solution qui répondra au marché haussier à venir. Et on ne sait pas encore de quoi sera fait le prochain marché haussier. On a eu différents cycles. Le dernier, on l'a dit, c'était celui des NFT au sens large un peu. De quoi va être fondé le prochain cycle haussier et est-ce que toutes les sociétés qui auront anticipé ce cycle haussier l'auront fait sur les bonnes directions? Quand vous dites fondé, c'est quoi? C'est par rapport aux prochaines narratives qui seront potentiellement porteuses? Exactement, oui. C'est-à-dire que on attend la prochaine narrative. Alors tout le monde parle en ce moment des ETF, de la tokenisation, de l'institutionnalisation du marché crypto. Je pense que la réglementation qu'on abordera après est un bon vecteur pour parler de ces sujets-là. Cependant, la réglementation n'a jamais été un marché qui permettait de faire exploser l'économie crypto. C'est pas un catalyseur, c'est plutôt un empêcheur. Donc on fait avec la réglementation. Donc il va falloir trouver le catalyseur du prochain cycle haussier. Je ne pense pas que ce soit la tokenisation, parce que la tokenisation, on en est vraiment dans la phase de recherche et que ça viendra dans les années qui viennent. C'est intéressant ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que ce sera un des narratifs porteurs, qu'il y a pas mal de banques qui s'y mettent. Pour vous, Gonzague, ce ne sera pas forcément le moteur principal, en tout cas du prochain marché, du prochain cycle haussier? Je pense que la tokenisation s'intéresse beaucoup de monde, mais toujours au stade d'innovation et d'expérimentation. Ça veut dire que là, on n'est pas prêt? Donc on n'est pas du tout prêt à lancer à grande échelle les marchés de la tokenisation. Les solutions techniques sont en partie là. En revanche, le marché n'existe pas encore à grande échelle, pas du tout à la mesure du marché financier. Donc il va falloir attendre un prochain cycle pour que la tokenisation peut-être prenne son envol, mais c'est un autre débat. Ouais. Louis, pour vous, la tokenisation, c'est trop tôt pour l'instant Ça, le marché le dira, j'ai envie de dire, si c'est trop tôt ou pas. En fait, ce qui est intéressant avec la tokenisation, c'est que c'est une tendance qui parle en fait aux institutionnels du monde financier traditionnel, parce que la tokenisation, on le rappelle, c'est
le fait de tokeniser, donc de faire circuler sur blockchain, que ce soit blockchain privée ou blockchain publique, une représentation d'un actif qu'on appelle du monde réel. Alors après, voilà, définir ce que c'est le monde réel, mais effectivement, ça parle parce que là, on voit un cas concret, on voit quelque chose qui quand même ressemble beaucoup à ce qui existe dans la finance. Et en fait, la tokenisation, pour une grande partie de la tokenisation, c'est une optimisation de la finance. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est facilement, ou en tout cas plus facilement, appréhendable par les institutionnels traditionnels. Oui, et la tokenisation peut avoir quand même pas mal d'avantages. Ça peut rendre l'investissement plus simple à toute une tranche de la population, ça peut rendre certains actifs liquides, ça peut aussi réduire les frais car ça réduirait potentiellement les intermédiaires. Gonzague, personne n'a de boule de cristal, mais si c'est pas forcément la tokenisation, si c'est encore un peu trop tôt, selon vous, est-ce que vous avez en tête un ou deux autres narratifs qui pourraient porter ce marché dans les mois et années qui viennent? Alors, selon moi, la meilleure narrative, c'est celle qui est très progressive et qui consiste à faire son apprentissage du monde crypto. Et généralement, ça passe dans un premier temps par Bitcoin, par les grandes cryptos. Le message est en train de passer sur Bitcoin en particulier et sur les autres. Ça devient véritablement l'actif numérique de référence pour tous les investisseurs, pour même les particuliers, pour le monde entier. Son institutionnalisation avec l'arrivée des ETF, il y a des débats pour savoir si ce sera bénéfique ou au contraire une épine dans le pied du développement de Bitcoin. Mais en tout cas, ça marque son institutionnalisation et je pense que ce cycle va à nouveau amener une grande vague de porteurs particuliers aux cryptos devant un phénomène qui va être massif à nouveau et dans lequel vont commencer à rentrer des acteurs institutionnels, les fonds d'investissement. Ce qu'on attend quand même, en tout cas quand on parle de la France, c'est de savoir quand les banques particulièrement commenceront à proposer, comme certaines de leurs homologues en Europe, en Suisse, en Allemagne et ailleurs, des offres à destination de leurs clients fondées sur des portefeuilles en crypto-monnaie ou des capacités à acheter et à se positionner sur les cryptos. Donc moi je pense qu'au-delà de toutes les innovations sur lesquelles on travaille tous et qui nous intéressent beaucoup, le catalyseur va rester encore quelque chose de très grand public, d'appréhendable facilement. C'est l'émergence de plus en plus significative de Bitcoin et des grandes crypto-monnaies, et parfois des plus petites aussi, dans le portefeuille des particuliers. Louis, évidemment, c'est le marché qui décidera, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on a certains indices qui pourraient, nous indiquer quelles pourraient être les prochaines narratives porteuses de ce marché? Selon vous, la tokenisation, c'est un peu tôt, mais encore une fois, c'est le marché qui décidera. C'est quoi les autres narratifs qui pourraient bien fonctionner dans les mois et années qui viennent? Alors, dans les mois et années qui viennent, effectivement, c'est quand même la narrative qui va être porteuse. On ne sait pas exactement. En fait, la tokenisation, ça va arriver. C'est quasiment aujourd'hui inévitable. À l'horizon 2030, ça va quand même devenir quelque chose de très présent dans la finance. Après, il y a quand même aussi l'investissement, comme on a parlé Gonzague, c'est-à-dire que en fait, les ETF spot, donc, les ETF tout court et même les ETF spot, donc le fait d'avoir du vrai Bitcoin, du vrai Ether, et en fait, vous vous exposez à l'actif sans le détenir en propre. Aujourd'hui, en gros, quand des investisseurs particuliers veulent s'exposer au Bitcoin ou à l'Ether, qu'est-ce qu'ils font de manière générale? Ils vont sur une plateforme d'échange ou alors ils achètent sur la plateforme d'échange et après ils le conservent dans un ledger, dans quelque chose. Donc, en fait, et alors là, ce serait quoi la grosse différence avec un ETF spot? La grosse différence, c'est que d'une part, vous pourriez investir chez un asset manager que vous connaissez. Et alors, effectivement, est-ce que ça va être bon pour l'écosystème crypto? Parce qu'à la base, le Bitcoin, c'est pas fait pour être enfermé, on va dire, quelque part. C'est fait pour circuler ou pour être gardé en valeur. Donc, est-ce que ce sera bénéfique sur le long terme? Ça va être une question. Par contre, là où ça va être bénéfique, c'est que Bitcoin et Ether, les deux crypto-monnaies les plus connues, vont complètement rentrer dans le paysage des actifs qu'on va dire classiques et respectables, parce que pendant longtemps le Bitcoin, un petit peu moins l'Ether, mais pendant longtemps le Bitcoin et l'Ether étaient considérés quand même comme quelque chose qui était réservé aux actions illégales pour le grand public. Et encore aujourd'hui, on voit quand même des interventions télévisées ou alors même publiques qui continuent sur cette narrative-là, alors qu'aujourd'hui c'est quand même plus du tout le cas, c'est quand même beaucoup moins le cas. À un moment ça l'a été effectivement, aujourd'hui c'est quasiment plus le cas. Donc effectivement, cette question de l'investissement, parce qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui vont connaître Bitcoin, qui vont se dire c'est pas si terrible que ça, finalement c'est quand même quelque chose qui a de la valeur, et donc du coup j'ai envie d'en apprendre plus et j'ai envie de m'exposer à cet actif-là. Et une des narratives qu'on voit quand même se développer parmi les startups, c'est les plateformes d'investissement
qu'elles soient family plus office, ou alors des plateformes plus destinées au retail, ou alors ceux qui sont un petit peu fortunés. Ça, c'est quelque chose qui commence sérieusement à émerger, oui. Effectivement, s'il y a des acteurs comme BlackRock qui se mettent à faire des ETF spot sur Bitcoin ou sur Ethereum, bon, ça va être compliqué de garder que à l'idée pour certaines personnes que ce serait du financement d'activités illégales. Et en plus, effectivement, le Bitcoin est en train de devenir une classe d'actifs à part entière parce qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais il se décorrèle de plus en plus des autres actifs financiers traditionnels, ce qui donnerait une raison de plus pour le mettre en portefeuille dans une logique de diversification. Gonzague, vous, votre avis par rapport à ces ETF qui vont arriver incessamment sous peu, pour vous, le temps le dira, mais plutôt bonne ou mauvaise chose pour l'écosystème? C'est vrai que c'est un peu contraire à la philosophie première des crypto-monnaies, mais en même temps, c'est ce qui pourrait leur permettre de se faire accepter et connaître du plus grand nombre. Alors, je ne pense pas que ce soit contraire à la philosophie, parce que Bitcoin n'a pas de philosophie. Bitcoin, c'est une technologie, et puis on en fait ce qu'on veut. Le risque... Alors, quand je dis philosophie, entre guillemets, le mot n'est pas forcément bien choisi, mais c'est par rapport au fait de détenir soi-même ses propres actifs. Alors, il y a effectivement ce point-là qui est intéressant. Les ETF vont permettre à des porteurs... qu'ils soient retail ou institutionnels d'ailleurs, d'acheter du Bitcoin facilement avec leur broker traditionnel et de détenir du Bitcoin papier, là où le Bitcoin sera détenu par BlackRock et par leur custodian. Donc on aura des vrais bitcoins, donc ça c'est bon pour le marché parce qu'en effet les bitcoins seront achetés. En revanche, ces bitcoins seront tous centralisés et bloqués dans des coffres et ne bougeront plus. Le risque, c'est de voir cette part de bitcoin bloquée hors de la circulation du marché représenter une part trop importante des bitcoins en circulation et se retrouver avec un déséquilibre systémique qui ferait qu'un jour, si les chiffres sont complètement faux, mais si BlackRock détenait 50% des bitcoins en circulation dans le monde, alors ça serait sûrement très bien pour les porteurs de bitcoin parce que le prix serait apprécié de façon très importante. En revanche, il y aurait un vrai risque, c'est qu'il dominerait le marché, il serait un vrai risque pour le cours du bitcoin et pour sa décentralisation. Donc ça, c'est un vrai problème. Le côté positif, c'est ce qu'on disait juste avant, ça va permettre d'éclairer et d'éveiller une grande partie de la population au fait que Bitcoin s'institutionnalise, les activités d'investissement en Bitcoin sont régulées, qu'on peut le faire de façon sécurisée. Après, les acteurs comme nous de l'écosystème Bitcoin encourageront toujours les utilisateurs à découvrir la façon dont fonctionne Bitcoin, à réaliser qu'ils peuvent être leur propre banque, qu'ils peuvent conserver eux-mêmes leur Bitcoin. C'est là justement... On parlait de philosophie, en tout cas c'est là l'intérêt technologique qu'apporte Bitcoin, cette nouvelle façon d'appréhender la propriété d'un actif numérique en le faisant tout seul et sans être obligé de le confier à un tiers. Donc des aspects positifs et négatifs. Prenons que le positif, il va se passer plein de choses dans les mois et années qui viennent, tant en termes de valeur que de démocratisation du Bitcoin. Donc tout ça est très, très encourageant. Et puis quand même aussi quelque chose à Maurice, il y a une tendance qu'on voit moins ou que le grand public voit moins, c'est celle de l'infrastructure. Il y a beaucoup de startups en ce moment et notamment une qui est littéralement en train d'exploser dans le bon sens du terme, c'est Kiln. Et en fait, Kiln est spécialisé dans ce qu'on appelle le stacking. En fait, le stacking, c'est une manière de participer à la sécurisation d'un réseau en fait, en mettant en jeu, donc preuve d'enjeu, stacking. En fait, on stack dans le protocole pour protéger le protocole. Et en fait, de plus en plus, comme il y a des applications qui se développent autour, alors notamment d'Ethereum, mais plein d'autres protocoles, en fait, on voit aussi une tendance qui est celle de l'infrastructure pour protéger ces protocoles et puis pour surtout les aider à ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire augmenter leur nombre de transactions par seconde et les applications qu'on pourrait développer, notamment autour d'Ethereum, mais il y en a plein d'autres, il y a Solana, Avalanche, enfin toutes ces blockchains justement qui permettraient demain de faire beaucoup plus de cas d'usage que ce qu'il en est aujourd'hui. Oui, d'ailleurs pour parler de réglementation, on a des débats au Sénat qu'on a eu il y a quelques jours par rapport au stacking et au mining où il était question ou pas, on ne sait pas encore, de taxer les revenus générés par le stacking et le mining. Le problème, messieurs, si vous avez un avis là-dessus, c'est que ces revenus, ils sont dans la crypto en question. Et tant qu'on reste dans la crypto en question, comme certains le disent pas mal, c'est pas encore totalement stable. Ça va être très compliqué d'arriver à évaluer les gains d'une personne au moment où on perçoit les rewards, les revenus en stacking ou en mining. Ouais, mais comme on est très fort pour créer des enfers fiscaux, je pense qu'on va y arriver.
Mais Donc, sincèrement, je extrêmement... vois pas comment on peut faire là pour calculer. Ça va être extrêmement compliqué. Donc, j'ai pas trop d'avis. Je conçois que ce soit des revenus et qu'ils puissent être taxés. Cependant, on se rend compte de la difficulté de la mise en place. Il faudrait vraiment, là aussi, des périodes un peu de moratoire pour voir comment les acteurs du marché peuvent aider, réagir, comprendre, organiser les fonctions déclaratives de ces revenus pour que les utilisateurs et d'ailleurs les services fiscaux ne se retrouvent pas avec des données intraitables derrière pour déterminer des plus-values potentielles ou des revenus un peu compliqués à écrire. Donc on verra. C'est vrai que c'est un sujet, mais les sujets fiscaux, c'est pas ma tasse de thé. Oui, bon, c'est toujours très compliqué chez nous. Louis, une réaction par rapport à ça ou en fait, le fait que ce soit taxé, quelque part, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que il faut voir quand même d'où on vient. Hein. Oui, mais ça pourrait être taxé au moment où on passe en fiat. Mais alors ça, tout et ça l'est d'ailleurs, parce que de toute manière, ça l'est. En fait, actuellement, la fiscalité considère que lorsque vous ce qu'on fait cash out, c'est-à-dire qu'en gros vous transformez vos cryptos en euros, là à ce moment-là vous allez pouvoir utiliser les potentiels gains que vous avez fait en euros dans une nouvelle fois le monde réel. Donc là aujourd'hui il y a une taxe, voilà, la flat tax 30%. Exactement, voilà. C'est 30%. En fait c'est 30% sur les bénéfices que vous avez effectués entre le moment où vous avez acheté la crypto ou pas. Hein. Si vous n'avez pas de bénéfices vous n'êtes pas taxé, mais voilà. Souvent si vous avez fait des bénéfices et que vous convertissez vos cryptos en euros, vous avez ce qu'on appelle à payer la flat tax qui est propre à ce genre, qui est très répandue dans la finance. Bon, on va parler toujours dans la réglementation, dans les choses à surveiller en 2024. C'est MiCA, Marketing Crypto Asset, qui va arriver dans les mois qui viennent. Gonzague, c'est quoi les choses à surveiller côté stablecoin, vous qui êtes un spécialiste qu'est-ce qu'il faut surveiller côté stablecoin par rapport à cette réglementation qui arrive ? Alors c'est relativement simple pour qui connaît un petit peu le sujet des actifs numériques et de la monnaie électronique. Aujourd'hui, les stablecoins sont des actifs numériques et ne sont pas de la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est un titre de créance. C'est-à-dire que l'émetteur de monnaie électronique vous doit les euros que vous lui aurez confiés en échange des stablecoins. Donc si j'émets un stablecoin, eh bien je dois rembourser celui qui m'a acheté ce stablecoin. Pour rappeler, voilà, un stablecoin, c'est une crypto adossée à une monnaie classique comme l'euro ou le dollar. Voilà. Donc lorsque c'est de la monnaie électronique, c'est un titre de créance, je dois le rembourser. Lorsque c'est un actif numérique, c'est un produit que je vends et je n'ai pas l'obligation de le rembourser. Donc les stablecoins du marché aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de l'émetteur de rembourser la contre-valeur 1 pour 1 normalement du stablecoin qui a été acheté. La réglementation MiCA va considérer que demain, les stablecoins vont devenir des e-money tokens. Donc c'est de la monnaie électronique sous forme de token qui aura à peu près les mêmes caractéristiques que la monnaie électronique qu'on utilise aujourd'hui sur tous les services de cagnotte, toutes les fintechs utilisent de la monnaie électronique justement, ils n'utilisent pas des services bancaires mais de monnaie électronique. Et tous ces acteurs-là devront se conformer à une réglementation nouvelle sur les stablecoins qui les obligera à traiter le stablecoin comme de la monnaie électronique et plus comme un actif numérique. Cela implique donc des exigences réglementaires bien supérieures à celles qui existent aujourd'hui et donc des coûts également en hausse pour réussir à opérer ces activités d'émission et de gestion de stablecoins. Ceci donc arrive en milieu d'année prochaine avec une période de 1 à 2 ans pour se mettre en conformité pour les acteurs qui ont déjà un agrément PSAN aujourd'hui. Mais pour les nouveaux acteurs à partir de l'année prochaine, c'est un agrément d'établissement de monnaie électronique version MiCA qu'il faudra détenir pour traiter ces stablecoins. Et ça coûte très 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 cher. Louis, ça pourrait tuer l'innovation en France et en Europe ? Alors oui. Enfin, est-ce que ça peut tuer l'innovation ? Ça, on va voir, parce que en fait, actuellement, empêcher, disons favoriser les acteurs qui ont les moyens, les acteurs traditionnels qui ont les moyens, et peut-être rendre la vie plus compliquée à ceux qui ont de bonnes idées mais qui ont moins les moyens. En fait, la logique des autorités, c'est que ça, elle date de 2019. Donc, en 2019, il y a eu le lancement de ce qu'on appelle Libra, qui était le stablecoin de Facebook. Et en fait, le stablecoin de Facebook a fait très peur à la fois au monde occidental, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, parce qu'en fait, là, on voyait la monnaie, un moyen de paiement qui était privé de la part d'un acteur, d'un géant qui potentiellement pouvait damer le pion en termes de souveraineté aux États. Donc, en fait, ce que veut faire MiCA, c'est un petit peu
ranger les stablecoins, on va dire, enfin restreindre l'échange de stablecoins, parce que la monnaie électronique, c'est quand même pas comme de la monnaie classique légale, ça a quand même beaucoup de contraintes. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire, effectivement, c'est régulé, c'est très bien, mais le problème, c'est que vous allez avoir telles contraintes, et en plus de MiCA, vous avez d'autres règlements européens qui vont potentiellement venir se greffer à MiCA. Donc en fait, actuellement, par exemple, les plateformes d'échange, les acteurs crypto ne pourraient plus traiter potentiellement les deux géants du secteur que sont Tether et Circle, qui concentrent à peu près 90% de l'offre en circulation. Donc ça veut dire que concrètement, à partir de cet été, si les choses ne sont pas bien précisées ou si MiCA est bêtement appliqué, vous avez des acteurs crypto qui ne joueraient pas du tout à part égale, ou alors qui s'en iraient, mais qui ne joueraient pas du tout à part égale avec les États-Unis ou l'Asie. Donc ça, c'est une vraie question, c'est un vrai problème qui normalement doit être tranché par de ce qu'on appelle des RTS, donc c'est des précisions techniques. Une fois que le texte européen est voté, après vous avez quand même des normes d'application, et en fait tout ça va normalement être précisé au début 2024, à peu près à partir de janvier-février. Mais ça aussi, le timing est extrêmement court. Gonzague, le mot de la fin, il nous reste quelques secondes. Non, c'était juste pour illustrer le propos de Louis sur les contraintes qu'apporterait MiCA. Par exemple, il est écrit aujourd'hui que le flux de stablecoin en circulation pour un émetteur devrait être limité à 200 millions d'euros par jour. Et il faut voir, quand on parle de Tether par exemple, le plus gros stablecoin dollar, 80 milliards de market cap et à peu près 40 milliards de flux par jour. Donc c'est pas du tout réaliste, quoi. Donc c'est pas du tout réaliste. Alors c'est pas du tout réaliste, et en même temps on ne sait pas exactement quel stablecoin sera concerné. Donc il y a quand même encore énormément de choses floues qui inquiètent parce que le timing est extrêmement serré. Merci beaucoup Louis Tellier, journaliste pour CNews, d'avoir été avec nous. Gonzague Grandval, CEO et fondateur de Scheme. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous. Demain 15h, c'est les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. Bonne journée, bonne soirée et à demain pour les pros des cryptos. BFM Business, BFM Crypto, le club.